Il n'y a rien de magique dans le pan noir. Ce n'est pas un effet. C'est plutôt de ne pas l'utiliser qui génère une forme de distorsion. Le pan noir n'est qu'une mise en place spatiale et temporelle de la réalité mesurée. Ce non-effet aide au respect des timbres, augmente la stéréo tout en précisant les sources, atténue les effets de conditions acoustiques difficiles, permet de compatibiliser deux salles entre elles pour un même projet, fonctionne aussi dans des sets immersifs, permet de sauver un mix sans couple principal et bien d'autres surprises. C'est le couteau suisse indispensable à qui veut intégrer des micros d'appoint avec précision dans un mix. Avec la version 16 du Pyramix, Neumann a décidé de mettre de l'énergie sur ce qui fait de Pyramix un excellent système de prise de son. Le pan noir en fait partie et a donc bénéficié d'une refonte profonde qui apporte notamment les avantages suivants. Il est désormais intégré au mixeur. Il est utilisable sur des strips mono autant que stéréo. On a un seul réglage du couple principal pour tous les appoints. Il offre plusieurs méthodes de mesure automatique de la position des appoints. Tous les micros sont visibles dans une seule grande fenêtre. Une courbe de recouvrement permet de visualiser l'acceptance du couple principal et bien d'autres nouveautés. L'oreille humaine est un élément clé dans une chaîne hi-fi. Elle est très bien faite. Déjà, il y en a deux. Ce qui, grâce à la vitesse relativement lente de la propagation du son, permet au cerveau de détecter très précisément d'où vient ce son. En effet, si une oreille dégradée perçoit moins bien une fréquence que l'autre oreille, sans cette perception temporelle, on pourrait avoir l'impression à tort que cette fréquence vient de la direction opposée. Dans la nature, de savoir si l'ours qui nous arrive dessus est un mâle ou une femelle est relativement moins primordial que de percevoir d'où vient le danger. Pour une bonne stéréo, dans une captation, on utilise deux composantes. La stéréophonie d'intensité, plus ou moins fort à gauche ou à droite, et la stéréophonie de phase, plus ou moins tôt à gauche ou à droite. Un mélange de ces deux est idéal. Ce mélange est parfaitement obtenu avec un seul couple de micros. Mais cette technique a ses inconditionnels et ses limites. Il faut souvent ajouter des micros d'appoint et là commencent les problèmes qui confortent les inconditionnels dans leur conviction. Dans le cas d'un appoint placé au centre de la scène, le son va partir de la source, l'instrument de musique, aller tranquillement à 340 mètres par seconde jusqu'au micro d'appoint qui le transformera en un signal électrique qui passera à travers le câble jusqu'au mixeur à 200 millions de mètres par seconde, autant dire immédiatement. Le son va ensuite continuer sa petite promenade dans l'air jusqu'aux deux micros du couple principal qui l'atteindra en même temps puisqu'il part du centre. Pour aligner ces deux perceptions de ce même signal, il faudra ajouter un retard ou un délai sur cet appoint dans le mixeur. On aura alors une superposition cohérente de ce même signal capté deux fois qui apparaîtra comme un seul. Mais lorsque la source n'est pas au centre, par exemple à gauche, le son va faire sa même propagation. Il arrivera dans le micro d'appoint comme précédemment, puis continuera tranquillement jusqu'au couple principal, mais il arrivera d'abord dans le micro de gauche, puis ensuite dans le micro de droite. Si on veut être correctement aligné, il faudra donc ajouter deux délais différents pour que d'une part les timbres soient respectés et d'autre part que le signal qui vient de l'appoint de gauche soit correctement placé dans l'image en réagissant selon la disposition choisie du couple principal. Les directivités, espacements et angles choisis du couple principal dans le pan noir vont agir sur les délais et les gains en fonction du placement de chaque appoint. L'image ainsi envoyée dans le master sera conforme à ce que recevrait un tel couple principal et superposée correctement à ce dernier. Les deux principaux effets bénéfiques du pan noir. D'une part, amélioration des timbres. À la sommation d'un signal à lui-même décalé dans le temps, à certaines fréquences, les ondes vont être additionnées et à d'autres, elles vont être soustraites. En effet, si on additionne plus 1 à moins 1, on obtient 0, alors que plus 1 à plus 1 donnera 2. Le décalage des phases va donc tout à fait logiquement détruire les timbres, c'est-à-dire la répartition fréquentielle des harmoniques naturelles générées par tout instrument de musique ou voix.
Il est donc primordial qu'avant toute retouche d'équalisation, la base temporelle soit déjà respectée. C'est la première des deux principales améliorations de notre panne noire. La deuxième, c'est l'amélioration de l'image. La méthode traditionnelle du pan-pot avec un délai simple mono enverra toujours dans le master un appoint stéréo en gain, mais mono en phase. Le fait d'envoyer plus de signal à gauche qu'à droite élargit l'image par une incohérence entre la phase et le gain. Pour le cerveau, le son vient du centre alors que l'oreille l'entend plus fort à gauche. On peut d'ailleurs se demander s'il n'est pas malsain de soumettre continuellement à l'oreille de tels sons incohérents. Avec le pan noir, l'image est donc plus stéréo, puisque pas mono en phase, et plus précise, puisque pas étirée par l'incohérence. Par la mesure précise de la réalité de la scène et le positionnement vrai des micros, le pan noir permet d'atteindre ces deux objectifs, d'amélioration des timbres et de préciser la stéréo. Il existe plusieurs méthodes pour pouvoir déterminer la position exacte de chaque micro d'appoint dans le pan noir. La première méthode, elle n'est pas exacte, elle consiste à prendre le micro qui, par défaut, est à 0 et puis l'amener approximativement à l'endroit où il est censé être, à vue de nez. Ça permet un mix qui est meilleur qu'avec un pan-pot normal, mais pas aussi bon qu'avec une vraie mesure. Pour effectuer une vraie mesure, on a la possibilité d'utiliser la bonne vieille méthode du rayon laser. À ce moment-là, on vient mettre l'arrière du laser exactement à l'endroit de la membrane du micro, on vient viser le couple principal et on effectue la mesure. Tac. Une fois qu'on a la valeur, on va entrer cette valeur. Là, on est à 2,23. En fait, je suis à 2,33 sur mon laser. Et puis là, par rapport à l'angle, on va utiliser un rapporteur d'angle qu'on va aller mettre aussi sur le micro. On va utiliser une des branches qui va être parallèle à la salle, qui sera notre référence d'angle à 0. Et puis, on va utiliser l'autre partie pour viser le couple principal. Et on va se pencher comme ça, et on va se pencher comme ça. On va régler l'inclinaison pour qu'elle soit juste et l'angle pour qu'il soit correct. Et là, je vais corriger un petit peu l'angle. Tac, tac, c'est tout bon. Et j'ai ma valeur à moins 7,2 au lieu de moins 69. Voilà pour la mesure manuelle. Le pan noir offre maintenant une possibilité d'effectuer une mesure précise de la position de chacun des micros d'appoint avec une comparaison acoustique. Pour ça, il suffit d'aller derrière chacun des micros d'appoint sur la scène, bien dans l'alignement des micros principaux, à peu près à un petit mètre du micro, parce que si on est trop près, on peut avoir des phénomènes soit de plosive, soit de proximité avec les basses, et une grande différence de volume entre le micro d'appoint et les micros principaux. Donc il vaut mieux se mettre à peu près 1 mètre, bien dans l'alignement avec le couple principal, et dire le nom du micro et faire un clap. Il faut le dire bien clairement, assez fort, pour que le signal arrive dans les micros principaux et qu'on puisse faire une analyse ensuite. Ensuite de ça, on va dans le Pyramix et on retrouve nos enregistrements. Hautbois, violon 1, violon 2. Voilà, donc on va aller par exemple sur le hautbois. On va cliquer là sur le micro du hautbois. On avait rentré nos valeurs de 33, etc. Avec la mesure laser. Et maintenant, on va l'entrer avec la mesure automatique. Donc on fait Compute Mic Position, automatique, et il fait son processing. Il considère à peu près 1,5 secondes de son pour faire son analyse, et il va comparer qu'est-ce qui est les occurrences qui sont les plus proches entre les micros d'appoint et le micro principal pour déterminer exactement l'alignement de chacun. Et là, on voit qu'on a un résultat à 2,35, on était à 2,33 avec le laser, et un angle à moins 75, moins 75. Je clique sur OK et ça me replace mon micro exactement au bon endroit. Et ensuite, on fait ça pour chacun des instruments, des micros d'appoint qu'on a sur notre scène, et on a quelque chose qui est parfaitement en place, mesuré acoustiquement. Dans le cas où la mesure par analyse vocale n'aboutira pas à un résultat probant
pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'il y a du bruit dans la salle, ça peut être parce que certaines parois sont trop proches d'un micro, et ça envoie un signal qui est confus. Il peut être utile de faire quand même un clap. Le clap, c'est contre-intuitif, mais il marche pas bien pour l'analyse automatique. Mais pour l'analyse manuelle, il est indispensable. Donc si on annonce le micro et ensuite on fait un clap, Au bois. le clap en question, on peut s'assurer que c'est bien au bois en écoutant notre signal, on va aller dessus et on va aller voir que notre micro de gauche va recevoir le signal du clap avant le micro de droite dans le couple principal. Donc on va mettre un mark-in, le rouge, et un mark-out, donc le rouge en premier, le mark-out, le vert en deuxième. Et ensuite, on va aller dans le micro d'appoint concerné, en l'occurrence le hautbois, qui se trouve celui-là, et on va mettre le curseur, cette fois, au début de l'énergie du clap. Et à ce moment-là, on va faire Compute Mic Position, mais en manuel. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Tac! Ça va nous donner un résultat de 2,32 et moins 7,5. Donc là, je suis à 2,35 moins 7,5. 2,32, c'est une mesure un petit peu plus approximative parce que je suis basé au sample près, alors que le système qui fait l'analyse comparative va au-delà du sample en précision et donne une valeur qui est plus précise que ce que je peux mesurer avec mes samples. Mais c'est une sécurité et si on veut pouvoir effectuer une mesure après coup alors qu'on n'a pas la valeur exacte, etc., c'est pratique de garder ces fichiers enregistrés pour pouvoir aller mesurer soit automatiquement, soit manuellement après coup pour redéterminer les valeurs. Au niveau de l'effet du panne noire, je vais faire maintenant une comparaison entre avec et sans panne noire sur un seul instrument pour montrer ce qui se passe quand on agit sur un panne pot normal ou sur un panne noire. Donc là, j'ai ma clarinette qui est envoyée, je vais la mettre à 0. Là, on est en mono au centre, on écoute. Maintenant, je vais changer le panne pot simplement. Et puis passer du milieu à légèrement décentré et puis aller jusqu'à l'extrême. Donc là, on voit que quand on n'est pas tout à fait au milieu, mais pas tout à fait à l'extrême, c'est là que c'est le pire, parce qu'on a cette incohérence, ça nous étire l'image. Là, on voit qu'au niveau du master, quand on est à droite, en toute logique, on a 100% du volume qui est envoyé à droite et 0% à gauche. Donc, on a un seul haut-parleur, un seul casque qui donne, ça nous donne ça. Ce qui est complètement illogique. Avec un couple devant un orchestre, on n'aura jamais le micro de droite qui va avoir 100% du signal et celui de gauche 0% du signal, sous prétexte que la clarinette est à droite. Alors, quand on est au milieu, c'est bon, avec un délai, on est juste. Mais quand on n'est pas tout à fait au milieu, on a une incohérence. Si on mixe ça dans un couple principal, autrement qu'avec le panne noir, c'est comme si on essayait de mettre un calque avec une perspective cavalière sur une perspective isométrique. On a quelque chose qui est superposé, mais qui n'est pas juste. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand on utilise le panne noir. Juste avec la clarinette. Donc là, je suis complètement à droite. Et qu'est-ce qu'on a sur nos masters? Étrangement, on reste aussi fort à droite qu'à gauche. Parce que mon réglage est en directivité omnidirectionnelle. Et là, si je commence à changer la directivité, alors effectivement, j'aurai quelque chose qui sera beaucoup plus fort à droite. Mais tout en respectant la phase, ce qui est quand même assez primordial. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on est proche du milieu, c'est extrêmement influent. La clarinette reste exactement un point qui va se déplacer.
mais elle ne s'étire pas comme tout à l'heure. Et maintenant, si on souhaite que uniquement cette clarinette soit plus à droite, dans un mix où on aurait une directivité omnidirectionnelle, et on a envie que tout l'ensemble soit simplement comme devant un couple omni, on va pouvoir le faire avec la balance de sortie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas non plus dans le premier panne noire. Donc, je vais pouvoir la tirer un petit peu à droite, mais tout en respectant la phase, ce qui est assez précieux. Si on a envie d'augmenter un peu la stéréo, de déplacer un petit peu juste pour faire de la place à un autre instrument ou comme ça peut être utile de travailler en sortie pour un micro et pas pour les autres. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on influence la directivité pour tous les micros à la fois, pour tout le monde. Alors là, tout ce qui est à gauche va être encore plus à gauche, tout ce qui est à droite va être encore plus à droite. Si j'enlève les micros principaux, ce sera encore plus clair. Et là, il faudrait qu'on ait une acceptance qui recouvre tous les micros. Parce que si on a une acceptance qui ne recouvre que un petit V central, tout ce qui est ici sera trop à gauche, tout ce qui est ici sera trop à droite. Si on a un petit quatuor en milieu de salle, c'est très bien, on aura un bon équilibre si on les regarde de cette manière-là. Mais c'est du coup assez pratique de pouvoir voir ce qui se passe avec ça. La directivité dont on parle ici, on est bien d'accord que ce n'est pas la directivité du micro d'appoint, c'est la directivité des micros du couple principal, mais c'est une directivité virtuelle. C'est simplement comment va se comporter ce micro-là et tous les autres micros d'appoint dans un couple principal qui aurait cette directivité et cet angle-là. La réalité de notre couple principal, elle peut être toute différente. C'est simplement la manière de se comporter au niveau du gain par rapport à un couple principal virtuel. J'en profite pour dire ici que si on veut ne pas appliquer le panne noir sur un strip, il suffit de le mettre ici sur off. Si on le met sur spot, ça devient un spot mic. Et là, à ce moment-là, il passe à travers le panne noir. Et donc, il tient compte forcément des distances qu'il y a ici. Donc, si on ne le veut pas, comme par exemple pour un micro central d'un couple principal, ou bien comme un couple, on veut utiliser comme un couple stéréo au milieu du chœur, à ce moment-là, on n'utilisera pas le panne noir. Quand on place des musiciens, non pas devant, mais derrière le couple principal, la mesure ne peut pas savoir si on est devant ou derrière, donc elle va automatiquement placer le micro devant. Si on veut le passer derrière, il suffit de faire CTRL, double-clic sur l'angle, et ça nous fait une différence à 180 degrés qui nous place le micro derrière. Écoutons maintenant un extrait du Haydn 2032, volume 18, qui a été enregistré à Bâle avec le Kammerorchester Basel sous la direction de Giovanni Antonini. On va commencer par un solo sur les micros principaux pour se rendre compte comment va la salle. Donc là, j'ai fait deux sections, hein. Il y a un mixeur avec le panne noir et l'autre mixeur où on travaille avec les delays qui sont exactement à la même distance que ce que j'ai mis dans le panne noir et simplement au panne pot plutôt qu'avec le panne noir. Donc là, on est sans panne noir. On va faire la même chose avec le panne noir. Et là, on se rend compte que simplement, ça rapproche tout, mais ça ne dénature pas le son comme ce qu'on vient d'avoir.
Ah, c'est un endroit intéressant. On entend très bien ce que le panne noir apporte du côté musical. Si on n'utilise pas le panne noir, la fin des notes, il y a quelque chose de flou qui fait que la fin des notes est plus brutale. Tout est un peu plus brutal en fait. C'est moins fin, il y a moins de fluidité. On va écouter sans panne noir ce petit bout-là qui est doux. Et maintenant avec. La connexion entre les notes. Ting, badidi, ta. Et ça, c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup quand on enregistre, d'obtenir ça. Et c'est très dommage de le perdre au mix, simplement parce qu'on n'est pas bien aligné. Je le reprends une fois. Écoutez bien la fluidité, la direction musicale. Là, on ne parle plus de son. Donc là, encore une fois, c'est exactement la même take, c'est les mêmes musiciens, c'est la même take, c'est le même file. Simplement, je le traite dans un mixeur avec panne noire ou bien sans panne noire, le mieux possible, hein, sans tricher, avec des panne potes qui vont l'envoyer à gauche, à droite, etc. Mais ce qu'on va envoyer, si je mute le couple principal, dans un cas, ça va être ça, c'est-à-dire tout est mono en phase. Et là, on a une phase stéréo. Donc c'est là qu'on voit que si on enlève les micros principaux, on arrive encore à faire un mix, dans le cas où on serait obligé de le faire dans une fosse d'opéra ou comme ça, si on ne peut pas mettre de coupe principale, on arrive à sauver le mix. Tandis que si on n'a pas cette possibilité de travailler avec la stéréophonie de phase, ça donne quelque chose de très, très mono, quoi. Si on enlève le couple principal, cette somme de toutes les sources référencées à ce même point reproduit holographiquement ce point, en fait. Donc ça nous redonne une cohérence d'ensemble, même qu'on est avec des sources séparées, sans aucune cohérence centrale. Et puis là, on voit que le projet est encore fait avec les vieux pannes noires. Ça a rendu beaucoup service depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, et à partir de maintenant, on a le nouveau.
écouter les violons sans panne noire. Et avec. Maintenant, on va écouter sans les principaux pour entendre qu'est-ce qu'on injecte dans notre mix à partir des micros d'appoint. Donc, tous les micros d'appoint dans la version sans panne noire sont en mono de phase et en stéréo d'intensité. Et là maintenant, on a les pannes noires, donc on est en stéréo de phase et d'intensité. Alors on est globalement trop près, mais beaucoup plus cohérent. Alors évidemment, quand on injecte sans panne noire, sans les principaux, tout est au centre, parce que mono de phase, on va avoir envie d'écarter davantage les micros principaux pour avoir plus d'impression de stéréo, parce que tout ce qu'on ajoute comme appoint, c'est une espèce de pâte centrée qui n'est stéréo que par le gain. Et le fait d'écarter les micros principaux, ça va nous donner quelque chose de trop stéréo, donc hors phase sur les aigus qui viennent de gauche, par exemple, mélangé à quelque chose de trop mono. Et trop stéréo plus trop mono n'est pas égal à quelque chose qui est distribué correctement. C'est pour ça que moi, j'aime bien rester pas trop large dans mon coupe principal et puis travailler proprement avec les appoints pour qu'on ait quelque chose de cohérent au mix. On va maintenant écouter un extrait d'un enregistrement qui a été réalisé à Lisbonne, dans la seule église qui a été seulement partiellement détruite par le tremblement de terre, tsunami et incendie qui en a suivi en 1755 et qui a démoli toute la ville pratiquement. L'ensemble s'appelle Real Camara et il est constitué d'un ensemble à cordes qui a la particularité de ne pas avoir de violon dans ce cas-là. Il n'y a que des altis, donc dans la partie haute. Dans la partie continuo, il y a 2 violoncelles, une contrebasse, un basson et un orgue. Les voix solistes sont placées derrière l'orchestre. Évidemment, dans cette église baroque très résonnante, si on n'utilisait que des micros principaux, ce serait très joli et malheureusement pas tout à fait assez défini pour avoir les articulations. On est en chant diffus si on est à 5-6 mètres dans une église comme ça, alors que les premiers instruments sont à 2 mètres du couple principal. Donc là, c'est tout à fait utile d'avoir des micros d'appoint. Et on va maintenant écouter ce que ça donne avec et sans panne noire. Voilà, donc dans mon mixeur, je n'ai pas dupliqué la piste de principaux qui est ici, mais toutes les pistes de micros d'appoint, je les ai dupliquées. Et on a la version avec panne noire ici, et on a la version sans panne noire là. Donc c'est exactement les mêmes pistes, les mêmes niveaux. Simplement, dans la version sans panne noire, j'ai mis un délai et j'ai réglé les pannes potes de manière la plus optimale. Ok, on va commencer sans rien. Puis je vais rentrer tranquillement les micros pour qu'on entende ce que ces micros apportent.
Même chose avec le panne noire cette fois. Ensuite, je vais écouter sans le micro principal. Qu'est-ce que je viens injecter dans les différentes versions? Donc d'abord sans panne noire. On est mono en phase pour tous les micros d'appoint. On est stéréo en intensité, simplement parce qu'il y a des panne potes qui vont l'envoyer plus ou moins fort à gauche ou à droite. Même exercice, toujours sans principaux, mais avec les pannes noires. Donc là, on a pu voir ce qui se passait sans micros principaux. Ça nous donne une bonne idée de l'utilisation des micros d'appoint avec le panne noire. Ça nous démontre aussi qu'on pourrait presque, disons, si on est vraiment obligé, on peut les utiliser sans micros principaux. On va maintenant écouter ce qui se passe au niveau du mélange avec les micros principaux. Parce que de les distribuer dans l'espace stéréo, c'est une bonne chose. Mais le deuxième aspect que nous apporte le panne noire, c'est le fait que les micros d'appoint sont mélangés correctement en phase avec les micros principaux. Et ça aussi, ça change. Il n'y a pas que eux-mêmes pour eux-mêmes où ils se sentent bien, mais ils sont en cohérence avec le couple principal.